cette tension entre le texte imprimé et le texte joué, jusqu'à maintenant, je l'ai abordé dans la synchronie, c'est-à-dire au moment même de représentation et d'une édition imprimée qui les suit de peu de temps. On peut aussi travailler cette question dans une durée chronologique différente, permettant de percevoir les temporalités des œuvres, c'est-à-dire lorsqu'elles sont reprises dans un nouveau contexte, à distance temporelle de leur moment de composition et première représentation. Et c'est un exemple que je voudrais prendre avec Hamlet, dans la mesure, et sur une étude précise qui portait au point de départ sur un exemplaire d'une édition d'Hamlet, cette édition étant la première après la guerre civile, après la Révolution anglaise, donc de 1676. Et une copie de cette édition de 1676 est conservée à la bibliothèque de l'université Johns Hopkins à Baltimore, et elle présente un intérêt particulier parce qu'on y rencontre toute une série d'annotations manuscrites présentes dans les marges et qui sont autant de corrections, suppressions, additions, indications de l'utilisation de cet exemplaire. Alors, au point de départ, il y a donc cette édition de 1676 dans un nouveau contexte, c'est-à-dire le contexte de la Restauration. Les théâtres ont été réouverts en 1660. Ils avaient été fermés entre 1642 et 1660, durant toute la période de la Révolution anglaise. Et lorsqu'ils sont réouverts, deux troupes sont autorisées à reprendre des représentations, celle de deux aristocrates, Sir Thomas Killigrew et Davenant, qui ont été deux fidèles, Killigrew et Davenant, de Charles Ier, en même temps qu'ils sont des auteurs de pièces de théâtre. Et c'est dans ce contexte qu'en décembre 1660, Davenant, qui était l'occupant du théâtre de Lincoln's Inn Field, et après 71 du Dorset Garden, reçoit une patente lui donnant le monopole sur une série de pièces de Shakespeare, parmi elles Hamlet. Pour pas qu'il n'y ait une concurrence ruineuse entre les deux troupes, des monopoles étaient donnés sous forme de patent à l'un et à l'autre sur le répertoire ancien. Et à partir de 1671, Davenant représente Hamlet sur la scène de son théâtre de Lincoln's Inn Field, avec dans sa troupe le grand acteur Betterton, un des premiers grands acteurs shakespeariens qui tenait le rôle du prince de Danemark. Dans cette édition de 1676 d'Hamlet, il y a un avis intéressant, un avis adressé au lecteur, que l'on pourrait traduire de la façon suivante. Cette pièce étant trop longue pour être jouée sans difficulté, les passages qui s'avèrent d'une moindre importance pour l'intrigue ou le sens sont omis à la représentation. Mais pour éviter de faire aucun tort à leur incomparable auteur, ces passages, reproduits conformément à l'édition originale, sont insérés ici avec cette marque. Et on trouve dans la marge deux virgules en haut de ligne inversées. Donc on voit ici que cette remarque nous amène à étudier le texte de cette édition de 1676 comme d'une manière quasi géologique, c'est-à-dire en y repérant des différentes couches de texte dans l'imprimé. La première réalité de ce texte, c'est de reprendre la version la plus longue de la pièce, celle du second quarto qui, comme je le disais, avait été publiée en 1604-1605. Et c'est cela que le texte de l'Avis to the Reader désigne comme « the original copy »,
Donc le texte qui a servi pour l'édition de 1676, qui elle-même est comme le résultat des représentations qui, depuis 1661, ont été reprises par la troupe de Davenant, c'est ce texte de 1604-5, donc ni le premier quarto, bref, abrégé, sans doute lié à une représentation, ni le texte du folio de 1623, qui est long, moins long que le second quarto, mais qui ajoute aussi quelques éléments alors qu'il en retranche d'autres par rapport au second quarto, comme s'il s'agissait ici aussi d'une adaptation pour la représentation, mais qui aurait été faite non pas de manière, en quelque sorte, subreptice par une troupe qui donnerait naissance au quarto de 1603, mais par la troupe des Kingsmen eux-mêmes. C'est donc un long Hamlet qui est donné dans la forme imprimée en 1676 et qui est la première édition après la Révolution en quarto, la dernière avant étant de 1637. Mais à cette matrice textuelle dans cette matrice textuelle vient s'inscrire une série de révisions qui étaient directement liées à l'autorisation et au monopole donné à Davenant sur la représentation des pièces de Shakespeare. Le Lord Chamberlain, en 1660, en même temps qu'il autorisait la troupe, en même temps qu'il lui donnait le monopole sur un certain nombre de pièces shakespeariennes, obligeait Davenant à, je cite, réviser les pièces composées antérieurement et supprimer toutes les expressions profanes ou vulgaires de celles-ci avant qu'elles ne soient représentées ou jouées. C'est-à-dire que lorsqu'on compare le dernier quarto avant la Révolution, celui de 1637, et ce quarto de 1676, on voit quel a été le résultat de cet examen qui était en fait une forme de censure qui devait expunge all profanenesses and scurrility, tout ce qui était profane, tout ce qui était obscène à l'intérieur du texte. Et les variantes textuelles entre 1676 et 1637 sont d'abord de nature religieuse ou morale. Par exemple, le mot God, Dieu, est supprimé ou remplacé. Les jurons sont tous supprimés, ainsi que des termes ou des expressions considérées comme indécentes, donc sous la catégorie de scurrility, ou bien impie sous la catégorie de profaneness. Une seconde série de transformations dans ce texte dont la matrice est le second quarto repris jusqu'en 1637, mais modifié en fonction des injonctions de 1660, est une transformation qui, là, est une transformation sur la langue elle-même, comme si la distance entre 1676 et 1603, 4, avait rendu obsolète, archaïque, incompréhensible un certain nombre d'allusions ou de vocables. Et l'on voit cette modernisation du langage accompagnée par une modernisation de la syntaxe et de la versification. On peut donc penser que cette édition de 1676, dans son texte imprimé, intégrait ces transformations opérées par Davenant sur le texte, soit pour se conformer à cette épuration, expurgation du texte, soit pour moderniser un texte qui était devenu pour partie difficilement compréhensible à un public 70 ans après la composition et la représentation de l'œuvre. Il y a donc là un écart qui est un écart à la fois linguistique, esthétique et politique entre 1676
et 1604, entre les temps élisabéthains et ceux de la Restauration. Le troisième Hamlet présent dans ce même texte est cet Hamlet représenté par la troupe de Davenant et qui supprime 850 lignes sur les 3730 du second quarto, ces lignes qui sont marquées avec ce signe de guillemets ouverts mais pas fermés en début de ligne, et qui, vous voyez, ramènent du coup la longueur à environ 2800 lignes, ce qui est pas trop loin de ce qui peut être représenté en 2 heures ou 2 heures et demie. Et donc ces coupes indiquées dans le texte lui-même, d'une part, limite la durée, mais d'autre part aussi renforce la censure de la pièce. Parce que lorsqu'on analyse quels sont les passages qui ont été omis, comme disait le texte qui était the least prejudicial to the plot or sense, qui était le moins préjudiciable à l'intrigue, à l'histoire et à la signification, sont en fait des coupures qui ont renforcé la censure, puisque les formules irréligieuses ou quelques allusions sexuelles qui avaient échappé à la transformation du texte sont maintenant coupées, et en même temps il s'agit de contracter le texte, d'en supprimer des passages lyriques ou narratifs considérés comme inutiles pour la signification de la pièce, et du coup de réduire aussi la caractérisation des personnages. Un trait fondamental de ces passages omis et indiqués par les inverted commas au début de la ligne, c'était la quasi-suppression du rôle de Fortinbras. Et cette altération avait une importance politique, puisque vous vous souvenez que le dénouement d'Hamlet est lié au fait qu'après la mort du prince, le royaume de Danemark va passer dans les mains de l'ancien ennemi norvégien, Fortinbras, qui entre en vainqueur des campagnes militaires. Et cette idée d'une conquête du royaume par un prince étranger, dans le contexte de la Restauration, pouvait paraître politiquement dangereux, et du coup, le rôle de Fortinbras a été réduit à l'essentiel, et de donner ce qui donnait à la pièce un sens différent, c'est-à-dire une sorte de revanche contre l'usurpateur du trône, c'est-à-dire Claudius usurpant le trône du Hamlet le père. Il y avait une nécessité, dans ce contexte politique, d'effacer cette présence de l'ennemi étranger finalement vainqueur. Et donc, on a cette réalité dans cette édition entre des passages laissés en dehors, mais qui restent néanmoins à la représentation, mais néanmoins présents dans le texte imprimé. Et ce qui est intéressant à noter, comme on pouvait l'avoir déjà vu, c'est que dans cette pratique-là, finalement, ces indications des passages qui sont supprimés emploient les mêmes dispositifs typographiques, les inverted commas, les virgules inversées en début de ligne, mais placées en haut de la ligne, qui a été utilisé pour indiquer les lieux communs. Et donc, du coup, ce qui traditionnellement était un dispositif typographique qui indiquait le plus essentiel dans un texte est devenu ici la manière d'indiquer ce qui serait le moins essentiel, puisque ce qui peut être laissé en dehors à la représentation, des passages qui peuvent être omis ou oubliés. On voit donc que dans le texte imprimé de 1676, on a plusieurs textes superposés, la pièce telle qu'elle a été transmise à partir de la version longue du second quarto, le texte censuré et modernisé par Davenant, et le texte abrégé pour la représentation sur la scène.
Et on a, à travers cette sédimentation des textes dans un même texte, deux éléments importants, intéressants, c'est-à-dire le fait que le Hamlet de la Restauration est à la fois un Hamlet qui respecte le texte le plus poétique, le plus long, celui de 1604-1605, et donc laisse de côté les deux textes qui pouvaient apparaître comme des abrègements ou des révisions pour la scène, celui de 1603, celui de 1623, mais d'autre part que ce texte de 1676, il hérite d'une pratique du théâtre qui était celle de la Restauration, qui donc du coup pouvait amener à un nécessaire abrègement du texte, rappelant ainsi que les dispositifs du théâtre à partir de la Restauration ont profondément changé, puisque les public amphitheaters ont disparu, les théâtres sont tous des théâtres fermés, comme l'étaient les private halls d'avant la Révolution. Les femmes ont accès à la scène et les rôles féminins sont tenus par des comédiennes, et en même temps ces dispositifs scéniques permettent un certain nombre d'emplois de machines qui étaient infiniment moins développés dans les représentations au globe ou dans les théâtres du même type. Donc cet Hamlet de 1676 n'a pas été seulement transformé par les exigences de la censure religieuse ou politique, il a été aussi par les conditions mêmes de la représentation qui sont nées avec cette transformation du monde théâtral à partir de 1660. Bien, on a donc dans le texte imprimé, qui est présent dans tous les exemplaires de l'édition de 1676, ces trois couches de texte. Le texte shakespearien le plus long, le texte corrigé et révisé à la Restauration, le texte avec les passages joués et les passages supprimés, indiqués typographiquement à partir des représentations de 1660. Ce qui faisait l'intérêt de cet exemplaire qui est dans la bibliothèque de Johns Hopkins à Baltimore, c'est qu'il y a donc des annotations manuscrites. Un érudit, James McManaway, a identifié avec un grand degré de certitude l'auteur de ces annotations manuscrites en comparant l'écriture de ces annotations avec les documents manuscrits laissés par un acteur, John Ward, qui était un comédien qui a une vie intéressante. Il avait d'abord été, entre 1723 et 1742, comédien à Londres, au théâtre de Lincoln Inn Fields, le théâtre de Davenant, puis ensuite une période de sa carrière dans deux troupes à Dublin, avant de revenir à Londres pour jouer dans la nouvelle salle de la troupe de Davenant, Drury Lane. Et en 1746, il décide d'abandonner sa carrière londonienne, fonde une troupe de comédiens itinérants, Strolling Players, et va pendant 25 ans jouer dans différents comtés d'Angleterre, s'installant dans une ville puis une autre pour des durées de quelques jours ou de quelques semaines. Et il mènera cette activité entre 1746 et 1766, lorsque la direction de sa troupe sera donnée à son gendre, un autre acteur shakespearien célèbre, Roger Campbell. Donc c'est ce comédien à qui on peut attribuer à peu près certainement les annotations manuscrites que l'on rencontre dans la copie imprimée que je mentionnais. Et on peut supposer que ces annotations datent des années 1740, lorsqu'il a commencé cette carrière de directeur d'une troupe itinérante, lui-même jouant certains rôles, et on va le voir, particulièrement le rôle d'Hamlet, et en même temps jouant le rôle de régisseur pour les représentations. Ce qui explique la nature de ces annotations manuscrites
dans cette copie imprimée. Les premières annotations concernent finalement la régie de la représentation, ce qui est gouverné par ce que l'on appelle en anglais prompt book, le livre du prompteur, qui pourrait être le livre du souffleur, mais qui est aussi le livre qui décrit des dispositifs qui doivent aider au bon ordre de la représentation. Et dans ces dispositifs, les premiers sont les warning entries, les avertissements pour à la fois organiser l'entrée sur la scène des différents comédiens qui jouent les différents rôles, et aussi pour organiser les indications pour les musiciens qui étaient présents et qui doivent intervenir à tel ou tel moment. Alors ces warning entries, on sait très, c'est qu'elles sont dans la marge une annotation manuscrite qui est donnée 30 ou 40 lignes avant l'entrée du personnage sur la scène, comme s'il y avait là le mot warning, avertir, une indication pour que celui qui assure la régie de la pièce indique aux acteurs qu'ils vont entrer 30 ou 40 lignes après d'être prêts. Et donc ce sont des indications, d'ailleurs de nombre variable selon les actes, mais qui s'organisent dans un système où vous avez l'annotation manuscrite marginale, qui indique le nom du personnage qui doit entrer en scène peu de temps après, 30-40 lignes, et vous avez d'autre part devant l'indication imprimée de l'entrée du personnage sur la scène, des lignes horizontales barrées par des obliques, 5 ou 6 petits traits verticaux ou obliques, qui indiquent la présence de ce même personnage sur la scène. Et ce dispositif est intéressant parce que l'édition imprimée de 1676, comme les éditions antérieures, n'indiquait pas de découpage en scène. Vous avez acte 1, scène 1, mais la scène 1, c'est la totalité de l'acte. La même chose pour l'acte 2, l'acte 3, l'acte 4, l'acte 5. Donc la constitution d'un élément clé pour la représentation de théâtre, c'est-à-dire la scène, le moment où différents personnages se trouvent ensemble sur la scène, est organisée par ces annotations manuscrites avec le nom manuscrit du personnage, puis 30 ou 40 lignes plus bas, le trait horizontal avec ses barres verticales face à son nom imprimé qui indique qu'il est sur la scène. C'est une sorte de dispositif qui permet de découper en scène un texte imprimé qui sert de prompt book et qui, lui, ne l'est pas. Ce sont des warning entries pour les comédiens. Il y en a d'autres qui sont pour les musiciens avec deux termes, flourish, qui indique la musique qui accompagne l'entrée, par exemple, des souverains, Hamlet, Claudius et Gertrude à plusieurs moments, donc les musiques de majesté qui accompagnent l'entrée des princes et des souverains, ou bien des musiques indiquées comme ring et qui marquent la fin des actes. Il y a donc tout un premier dispositif qui relève de la régie, qui relève de l'organisation de la représentation pour que les musiciens jouent ou que les acteurs entrent au moment opportun. Dans ces annotations, il y en a d'autres d'un deuxième genre qui concernent ce que l'on appellerait plus ou moins la mise en scène, c'est-à-dire les objets que les acteurs doivent porter sur la scène, ou bien des indications assez générales sur le lieu de la représentation qui laissent supposer l'utilisation de toiles peintes, comme par exemple au début du premier acte, première scène, Town, la ville. Bon. Et puis des indications qui portent sur un des dispositifs les plus spectaculaires dans Hamlet, c'est-à-dire les apparitions du spectre de Hamlet le père. On trouve par exemple dans la scène, l'acte 5, scène 1,
une précision, long trap open, earth, skulls and bones in it. Ça, c'est pas pour le spectre, c'est le moment de la scène des fossoyeurs. Donc on ouvre la scène, une sorte de trappe apparaît avec de la terre, des crânes et des os. Et donc, c'est un minimum de mise en scène pour le dialogue entre Hamlet, Horatio et les deux fossoyeurs. Mais, comme je le disais, pour les entrées et sorties du spectre, on a des indications, Ghost under the stage, ou bien Ghost ready at long trap. Le fantôme est prêt à sortir de dessous la scène. On voit donc qu'il y a un certain nombre d'indications manuscrites qui sont un minimum d'indications scéniques sur les mouvements du fantôme, sur les objets qui doivent être présents sur la scène. Le plus intéressant, c'est un troisième type d'indication, si j'ose dire, c'est le plus intéressant, dans la mesure où elle porte non pas sur l'entour du texte, mais sur le texte lui-même. Et ici, on voit que Ward va, de manière manuscrite, faire des coupures plus nombreuses encore que celles indiquées typographiquement et qui étaient celles faites par Davenant. 200 à 300 vers de moins sont dans cette version, donc on arrive à 2500 vers, on se rapproche des durées les plus normales de représentation, 2 heures, 2300, 2500 vers, et qui est un abrégement que Ward inflige aux abrègements de Davenant, et avec une certaine liberté. Parfois, il entoure et supprime des vers qui avaient été conservés dans la version de Davenant, qui n'étaient pas indiqués par les passages omis. D'autres fois, à l'inverse, il conserve et restitue des passages qui sont avec les guillemets inversés, donc qui avaient été supprimés par Davenant pour ses propres représentations. D'ailleurs, pas très aisé toujours de comprendre pourquoi il a conservé des passages supprimés ou il a supprimé des passages conservés. Sinon, une logique poussée à un point encore plus fort que dans les coupures de Davenant, typographiquement enregistrées, c'est la suppression du rôle de Fortinbras, l'élimination totale, ce qui entraîne la nécessité de réorganiser la fin de la tragédie, puisque, comme on sait, les derniers mots, la dernière réplique, c'est celle de Fortinbras, que 4 capitaines portent Hamlet comme un soldat sur l'estrade, car en n'en pas douté à l'épreuve, il se fut affirmé vraiment royal, et que sur son passage, la musique des soldats et les rites de la guerre parlent à voix forte pour lui, soulever les corps, pareil spectacle sied au champ de bataille, mais ici, il est déplacé, allez, donnez ordre aux soldats de tirer. Donc, c'est les derniers mots de Fortinbras, un hommage à Hamlet et finalement l'imposition de la souveraineté de Norvège sur le royaume de Danemark. Alors, si on supprime Fortinbras, il faut réorganiser toute cette fin. C'est ce que fait Ward, puisqu'il va donner à Horatio les derniers mots, compactant toutes les dernières répliques, puisque la fin du texte, telle qu'elle apparaît dans cette réécriture de Ward, donnée par Horatio, est un mélange de ce que dit Horatio dans le Hamlet de Shakespeare et de ce que dit Fortinbras, supprimé complètement. Voilà les dernières lignes. Voilà comment se rompt le cordage d'un noble cœur. Bonne nuit, mon doux prince, que les chœurs des anges chantent jusqu'à te faire obtenir le repos, qu'on enlève ses corps, un spectacle tel que celui-ci, sied au champ de bataille, mais départ ce lieu. C'est-à-dire qu'il a donc une fin très abrégée, où on reprend des mots d'Horatio qui étaient « Now cracks a noble heart, good night, sweet prince, and flights of angels sing thee to thy rest », et puis collé à ça,
les mots de Fortinbras, désormais de Horatio, take up the bodies, such a sight as this becomes a field, but here shows much amiss. Et la pièce se termine ainsi, et en supprimant d'ailleurs le dernier vers, Go bid the soldier shoot. Allons ordonner aux soldats de tirer. Et on voit quand on suit ce montage que fait Ward, donnant à Horatio certaines lignes de Fortinbras, son travail est plus minutieux encore, puisqu'il travaille sur le texte lui-même, quelquefois transformant le texte. Par exemple ici, le terme « there cracks the cordage of a noble heart » n'est pas dans le texte original, c'est simplement « cracks a noble heart ». Et cet ajout du cordage de ce noble cœur est une invention, une transformation impliquée par Ward, qui n'est pas dans le texte imprimé. D'autres fois, on le voit refuser des modernisations opérées par Davenant et retourner à des textes imprimés antérieurs, que ce soit les éditions de Quarto d'avant la Révolution, ou par exemple celui de 1637, ou tel du texte du Folio, ou encore peut-être des éditions du XVIIIe siècle. Il serait un travail très méticuleux d'essayer de repérer d'où viennent les corrections qu'apporte Ward au texte imprimé de Davenant pour revenir à un texte plus ancien. Et on pourrait suivre ce détail très, très minutieux, par exemple dans la réplique la plus célèbre de Hamlet, le être ou ne pas être, où l'on voit Ward faire un travail extrêmement minutieux de lecture, collation et comparaison des états du texte, restituant certains vers dans leur forme plus ancienne par rapport à la modernisation de 1676, mais parfois en suivant le texte du folio qu'il complète, et donc se livrant à un montage extrêmement méticuleux avec des textes qui appartiennent à des temps et à des éditions différentes. On pourrait montrer que ce travail de détail avec, comme je le dis, la difficulté de savoir quels étaient les Hamlet que possédait Ward. Est-ce qu'il possédait l'un ou l'autre des folios, les trois, au moment de 1740, il y a 4 éditions du folio, 1623, 1632, 1664, 1685, et il y a 3 grandes éditions du XVIIIe siècle. L'édition de Nicholas Rove, publiée en 1709, l'édition de Pope de 1725 et l'édition de Lewis Theobald qui a été publiée en 1733. Donc Ward dispose potentiellement de beaucoup de ressources pour faire ce minutieux travail textuel qui parfois supprime les modernisations pour revenir à un texte plus ancien, ou parfois prend la leçon du folio contre celle du quarto, ou parfois est une propre modernisation que lui-même introduit. Mais je terminerai avec ce qui m'avait le plus intéressé dans cette analyse de ce texte, c'est-à-dire de ces sédimentations de textes dans un même livre, c'est la substitution par Ward, qui n'est pas seulement le directeur de la troupe, mais aussi l'acteur qui joue Hamlet, d'une ponctuation manuscrite à la ponctuation imprimée, qui est celle de l'édition de 1676. En ce sens, cette copie, cet exemplaire imprimé de l'édition est à la fois un front book, qui clairement a servi pour organiser la représentation, mais est aussi une sorte de actor's copy,
un texte sur lequel Ward a travaillé le rôle d'Hamlet. Ce qui l'a amené d'ailleurs à faire le travail textuel que je mentionnais essentiellement dans les passages qui sont donnés à Hamlet, et surtout exclusivement pour ce qui était de la ponctuation qu'il ajoute de manière manuscrite au texte imprimé qu'il a entre les mains. On peut revenir ici au plus fameux des monologues, être ou ne pas être. Je donne d'abord la traduction dans la version de Jean-Michel Desprats. Être ou ne pas être, telle est la question. Est-il plus noble pour l'esprit de souffrir les coups et les flèches d'une injurieuse fortune, ou de prendre les armes contre une mer de tourments et, en les affrontant, y mettre fin? Mourir, dormir, rien de plus. Ça, c'est là donc la traduction, et lorsqu'on leur prend le texte imprimé de 1676, la ponctuation est la suivante. To be or not to be, virgule. That is the question, virgule. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, virgule, or to take arms against a sea of troubles, virgule, and by opposing and them, deux points, to die, to sleep, no more, virgule. Donc vous voyez, dans ce texte imprimé, il y a 6 ponctuations, 5 virgules et 2 points. Et pour Ward, cet appui de cette ponctuation imprimée est insuffisant pour préparer la déclamation du rôle de Hamlet. Il va donc enrichir cette ponctuation par sa ponctuation manuscrite pour que soit distingué plus nettement des durées de pause. Il va donc ici utiliser virgule, point virgule, 2 points et inventer 2 signes de ponctuation pour cette utilité, un tiret court et un tiret long. Et d'autre part, il va introduire des ponctuations inconnues de la tradition imprimée d'Hamlet, c'est-à-dire, par exemple, le point d'interrogation. Et dans son texte, maintenant ponctué avec des corrections et des ajouts manuscrits sur la ponctuation imprimée, on a to be, virgule, or not to be, point d'interrogation. That is the question. Point, tiret long. Whether it is nobler in the mind, virgule, to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, point virgule, or to take arms against a sea of trouble, virgule, and by opposing and them, point d'interrogation, to die, tiret court, to sleep, tiret long, no more, point virgule. Donc si on essaye de respecter les durées des pauses qui sont là indiquées, to be or not to be. That is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing and them, to die, to sleep, no more. On voit qu'il n'y a qu'une seule ponctuation qui est commune aux 2 états du texte, imprimé et manuscrit, c'est la virgule après a sea of troubles. Et Ward, maintenant, utilise dans ces lignes 10 ponctuations, là où il n'y en avait que 6, et en particulier qui étaient 5 virgules. Là, la ponctuation ici a pour but à la fois de varier des durées de pause et de créer cette suspension de cette manière de raisonner de Hamlet sur est-il, finalement, l'enjeu c'est est-il légitime ou bon de sauter la vie, et d'autre part de permettre des indications d'intonation avec les 2 points d'interrogation, to be
or not to be? And by opposing and then? Donc, à la fois durée des silences et indication d'intonation, c'est tout à fait une réponse que Ward apporte à ce qui était sans doute les insuffisances du système de ponctuation tel qu'il était employé dans les ateliers d'imprimerie. Évidemment, depuis le milieu du XVIe siècle, on a clairement la distinction de 4 durées de pause, point, point virgule, 2 points, point final, mais il n'y a jamais eu d'indication d'intonation. Alors ici, les points d'interrogation servent comme indication d'interrogation, d'intonation. J'avais pu mentionner dans le séminaire que certains auteurs peuvent parfois vouloir aller plus loin pour la hauteur de la voix et indiquer, même dans une édition imprimée, par des différents dispositifs, que la voix doit être avec une intensité ou une hauteur plus forte ou moins forte. Comme si finalement cette esthétique musicale des pauses et des hauteurs était conférée à la ponctuation. On peut suivre sur ce qui se passe ensuite dans le monologue, ce qui est un peu plus loin. Mourir, dormir, dormir, rêver peut-être. Ah, c'est là l'écueil. Et donc, dans le texte imprimé de 1676, on avait to die, to sleep, virgule, to sleep, perchance to dream, point virgule, it is a rhyme. Donc, 2 ponctuations seulement. Et Ward va jouer sur les pauses et les silences de longueur différentes, et en même temps, en introduisant un signe d'interrogation, va jouer sur l'intonation. Dans sa ponctuation manuscrite, le texte devient to die, tiret court, to sleep, tiret long, to sleep, interrogation, perchance, virgule, to dream, point virgule. Là où il y avait 2 ponctuations, on en a maintenant 5, to die, to sleep, perchance, to dream. Donc, on voit que ces annotations, je vais conclure avec cela, les annotations portées par John Ward sur son exemplaire de l'édition imprimée de 1676 installent la pièce dans une nouvelle temporalité. Alors la temporalité nouvelle, c'est une temporalité au sens de l'écart chronologique, puisqu'il prépare pour des représentations données dans les années 1740 un texte qui a été imprimé en 1676, établi en 1660, et se référant à une pièce dont les 3 premiers états sont de 1603, 1604-5, 1623. On a donc toute une série de durées accumulées qui toutes laissent des traces dans le texte imprimé et les annotations manuscrites ajoutées à ce texte imprimé. On voit aussi que la distance, elle n'est pas simplement de cette chronologie déployée, mais elle est aussi liée à l'esthétique, puisque finalement, ce que veut introduire l'indication manuscrite, c'est à la fois le mouvement du théâtre, l'action, comme on a rencontré plusieurs fois dans les textes, avec les entrées, les sorties, les jeux de scène, et c'est d'autre part le ton de la voix, c'est-à-dire c'est la préparation par le comédien de son propre rôle et la nécessité pour lui ou la volonté d'ouvrir une palette plus large de ce qui va lui servir de support pour incorporer et mémoriser des durées variées de pauses jusqu'à finalement 6. Sauf qu'il y a, puisqu'il utilise les 4 pauses typographiques, point, virgule, 2 points, point final, et cette invention qui est de donner valeur de signe type de ponctuation de pause à un tiret court et un tiret long.
et en même temps d'introduire les points d'interrogation qui permettent des indications d'intonation absentes des éditions imprimées. Donc j'avais pensé que cet exemple pour aujourd'hui pouvait nous rappeler deux éléments très fondamentaux. Le premier, l'idée que la publication des pièces de théâtre implique toujours une pluralité d'intervenants, de lieux, d'opérations et de temps. Et qu'à partir de là, on doit considérer cette publication du texte comme une production partagée du texte, qu'il y a là toujours une dimension collective dans la production du texte. Elle peut commencer par l'écriture en collaboration, elle se poursuit par le fait que le texte de théâtre sur la scène suppose la collectivité de la troupe, et lorsqu'on entre dans le monde de l'imprimé, et suppose les interventions de tous ceux qui sont impliqués dans un processus de publication imprimée, le libraire-éditeur, le maître-imprimeur, les correcteurs s'il y en a, et les compositeurs ou typographes. Du coup, je pense que cela amène à une perspective selon laquelle le point fondamental est la négociation permanente entre l'œuvre dans sa définition, on pourrait dire, immatérielle, du texte tel qu'il a été voulu, rêvé, désiré par l'auteur, et les multiples états de cette œuvre, soit sur la scène, soit sur la page. Et dans la perspective d'une analyse qui met au centre de son attention l'ensemble des négociations, des transactions qui existent entre le texte à vocation esthétique et d'autre part le monde social, le cas du théâtre étant particulièrement frappant, puisque les objets qui sont des accessoires sont en fait aussi des objets du monde contemporain, du monde social, mais aussi l'appropriation dans tout ce répertoire du théâtre élisabétain de rituels, de pratiques, de discours qui sont ceux du monde social dans ses dimensions religieuses, politiques, quotidiennes. C'est jeu permanent d'appropriation par l'œuvre de ces réalités, des plus matérielles aux plus symboliques du monde social, est une perspective analytique fondamentale, mais qui me paraît doit s'appuyer ou s'inscrire dans un autre régime de négociation, et qui est celui de la négociation entre l'œuvre, dans sa définition un peu transcendante, et ses états toujours différents, à la fois pour sa représentation et pour sa publication. D'autre part, deuxième leçon, c'est cette relation des œuvres à leur temporalité. Et dans la perspective critique, évidemment, on peut suivre plusieurs chemins. Un premier chemin serait de suivre la genèse même du texte, saisi en ses états successifs. Du point de vue du théâtre à l'époque moderne, ces états successifs, sauf exception, commencent avec le premier état imprimé connu. Quelques exceptions, on l'a vu, peuvent référer à l'existence de prompt book ou de playtext en forme manuscrite qui ont servi pour la représentation, et dans des cas plus rares encore, avec des manuscrits autographes, mais comme je l'ai dit, qui le plus souvent sont des copies du texte, beaucoup plus que des brouillons du texte. Néanmoins, il y a là une première perspective, qui est celle de la critique génétique, qui suit la temporalité de l'œuvre dans son déploiement, depuis la conception de l'auteur jusqu'à ses différentes formes de matérialisation. On peut suivre cette temporalité à l'inverse, non pas en remontant, si l'on peut, des états imprimés aux formes manuscrites, mais en suivant une histoire des réceptions, des interprétations, des appropriations, et c'est un chemin qui a pu être suivi par l'esthétique ou la sociologie de la réception,
Et l'on peut aussi suivre, comme j'ai essayé de le faire aujourd'hui, des mutations dans les formes de la publication, soit parce qu'elles sont séparées les unes des autres, une édition, une autre édition, soit parce qu'on peut interroger certaines des éditions géologiquement, comme si elles étaient le résultat, dans un seul texte, d'une sédimentation d'états textuels. Et l'état de 1676 me paraît, de Hamlet, l'édition de 1676, un très bon exemple pour voir cette sédimentation 1604, 1660, 1676. Et avec Ward et ses annotations manuscrites, un réemploi de ce texte dans les années 1740. On voit donc qu'il y a là une perspective analytique qui peut, dans un certain sens, se libérer de la nécessité d'une série successive de documents, que ce soit les documents qui portent témoignage sur le processus de création ou que ce soit les documents, dans ce cas imprimés, qui portent témoignage sur la série des publications, mais qui serait d'interroger un objet unique pour y repérer la présence simultanée de temporalités multiples. Cet Hamlet-là, de la bibliothèque de Johns Hopkins, contient plusieurs Hamlets en un. Comme on l'a vu, celui qui serait le plus proche peut-être du texte écrit par Shakespeare, comme poème et non pas comme pièce, celui qui est un témoignage historique sur les censures et modernisations qu'implique la transformation politique et les nouvelles conditions du théâtre à partir de la Restauration, celui qui est un ajustement à une durée tolérable du texte sur les scènes de la Restauration, qui serait l'édition de 76, avec les coupures indiquées, et puis celui qui correspond plus d'un demi-siècle ensuite à l'utilisation pour une compagnie itinérante dont le directeur est aussi celui qui joue le rôle d'Hamlet et qui est un témoignage sur la manière dont on peut organiser du théâtre en 1740 et comment on peut comprendre, travailler le rôle d'Hamlet. Donc, au moins 4 Hamlet en un. Et cette sorte d'analyse qui n'est pas génétique, qui n'est pas d'esthétique de la réception, qui n'est pas seulement de critique bibliographique, on pourrait presque la qualifier, oui, de travail de géologie textuelle, si j'ose risquer cette interprétation. Et c'est seulement à travers cette exigence de critique, avec ses multiples dimensions, que l'on peut peut-être s'approcher et du texte tel que Shakespeare l'avait voulu, et du texte tel qu'à différents moments, des publics de théâtre ou des lecteurs d'imprimés l'ont reçu. Donc, on peut en rester là pour aujourd'hui et prendre rendez-vous pour le dernier séminaire de l'année, presque à l'aube de Noël, c'est-à-dire jeudi prochain. Merci.